Nanobuda, l'archipel du Sagrin, ça s'écrit S-A-G-R-I-N, que vous avez fait paraître récemment, c'est quoi exactement? C'est un roman, car il y a des personnages, Sylvestre, Jean Roy, Solange, Diego, mais par moment c'est un document historique ou un essai. Bon, premièrement, je tenais à ce que cette histoire soit connue. Je pense que beaucoup ont essayé, et à juste titre, de le faire au niveau de la littérature, au niveau de la politique, au niveau des médias. Mais moi, je me suis associé à la communauté depuis assez longtemps. Parce que quand je suis revenu comme urbaniste, et c'était l'époque où on était en train de reloger les Chagossiens à la baie du Tombeau et à la Pointe-aux-Sables. Alors, comme j'avais fait un peu d'urbanisme, l'urbanisme et la sociologie, et j'avais travaillé un peu avec les populations qui avaient été redirigées sur le plan urbain. Donc, j'ai suivi un peu toutes les différentes épopées, les péripéties. J'ai fait beaucoup de recherches et à partir d'il y a à peu près 5 ou 6 ans, j'ai fait énormément d'interviews. Je suis allé voir tout le monde. Donc, Charles Héziat, Lisette Talat, Mandarin. J'ai été voir aussi Olivier, sa maman. Donc, j'ai eu à un moment donné tous les témoignages. À partir de là, il fallait structurer. Donc, j'avais la possibilité soit de faire une œuvre journalistique, soit de faire un essai. Mais j'ai décidé de faire ce que j'appelle, moi, un roman témoin, un roman historique, où on retrouve plusieurs paliers, c'est-à-dire les personnages, et qui sont donc, les personnages sont authentiques, les événements sont authentiques, et les faits aussi sont authentiques, avec en toile de fond 2 dimensions. Le combat de la communauté chagossienne, et la 3e dimension, c'est le combat géopolitique au niveau de la souveraineté. Donc je l'ai écrit comme un roman, mais avec des événements précis. Donc je me suis un peu inspiré de, par exemple, les romans témoins de Claude Michelet sur le Massif central, sur la Lozère, de le cheval d'orgueil pour la Bretagne. Donc pour moi, il y avait le drame humain, il y avait le drame des différents personnages, et puis il y avait le drame de la communauté qui était déchirée, qui était méprisée. Donc il y avait la douleur morale, il y avait la misère, il y avait toute cette dimension que je voulais à tout prix apporter, et je voulais que ça puisse se lire comme un roman. Est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement l'intrigue de l'archipel du Sagrin? C'est une intrigue très imagée. C'est écrit un peu comme un scénario. Il y a des grandes scènes, et il y a des grandes épopées. Alors pour moi, c'était important, c'est comment, quelque part, frapper l'imagination du lecteur à partir de quelques événements que je considère comme étant des événements clés. Alors, donc il y a cet événement, c'est quand le dernier bateau, le Nordvert, quitte l'archipel, avec dans sa cale les femmes et sur le pont les hommes, et qui partent le soir, la nuit, et qui est livré donc à l'océan vers un destin inconnu. Donc il y a cette image-là, pour moi c'était donc une image forte, c'est-à-dire le déracinement. Donc s'il y a un autre titre qu'on pourrait donner à ce roman, c'est les déracinés. En anglais ça se dit bien le uprooting. La deuxième image, c'est un peu cette image de toutes ces femmes qui se sont ruées dans les rues avec les manifestants, avec les autres manifestants, et qui se sont battues pour justement qu'on puisse comprendre leur douleur d'un peuple qui vivait dans un paradis où il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas la violence, il n'y avait pas le cyclone, et qui vivaient et qui du jour au lendemain sont obligés, sont déracinés, et à qui on leur demande de quitter une île paradisiaque pour se retrouver dans les faubourgs et dans les taudis de Port-Louis, aux alentours de la capitale. Mais il fallait aussi raconter au départ pourquoi les Américains ont choisi l'archipel. C'est lié à un conseiller du président américain qui décide que la meilleure façon de protéger, sur le plan de la sécurité géopolitique, de protéger les États-Unis, les intérêts des États-Unis, c'est d'avoir une île et de mettre en place une base, d'où la base de Guam, aux Philippines. Donc c'était la base de Diego Garcia. Alors,
il fallait raconter, donc je remonte dans le temps, et après, à partir de ce fameux dernier voyage du Nord-Vert, il y a les combats des Chagossiens ici, et ça prend une dimension politique, mais une dimension très peu connue des Mauriciens. Au fait, on a un regard assez difficile sur ce drame qui se joue. Et par la suite, il y a le combat dans les cours en Angleterre avec Olivier Bancoult, et après, il y a les principaux caractères. Maintenant, il y a les caractères qui sont connus, c'est-à-dire les femmes comme Lisa Talat, Charlesia, Rita Bancoult, il y a Fernand Mandarin. Alors, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai composé quelques caractères qui reprennent plusieurs vies, au fait. C'est plusieurs tranches de vie, Sylvestre et Solange, et qui décident justement qu'on va avoir un destin de Chagossien, parfois dans le chagrin qui devient le sagrin, qui est aussi, au fait, un état d'âme. C'est un état où l'individu est, au fait, a le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est frigorifié à l'intérieur de lui-même. Et cette image qu'on a sur la couverture, au fait, c'est l'image de quelqu'un qui est sur la plage, qui a un regard perdu et qui attend un bateau mythique qui va le ramener dans son île paradisiaque. Et cet homme-là, il a existé. J'ai été voir ses parents. Sa fille était là, justement, quand je lui ai remis une copie du roman. Elle a pleuré pendant des heures et des heures. Et cette image-là, elle est forte, mais c'était terrible. C'est que dans la même maison, quand on avait filmé cette image-là, il y avait quelque chose de terrible. Il y avait des enfants qui dormaient dans les boîtes de carton. Alors, ça, c'est donc un peu la trame. Et on retrouve en toile de fond les grands événements. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que quand les chasseurs partent de Diego Garcia pour la guerre du Golfe, que c'est de la terre natale des Chagossiens. Alors, quand j'ai demandé à Fernand, par exemple, qu'est-ce qu'il a ressenti, il dit qu'il ne pouvait pas comprendre, parce que c'est un peuple, au fait, qui n'aime pas la violence, et qui a très peur de la violence des années 67. En 1967 à Maurice, il y a la violence de Kaya, il y a les violences en Angleterre. Donc, c'est un peu ça l'intrigue. On passe de l'extrême à l'autre, on passe du paradis à l'enfer. Et il y a aussi donc maintenant Diego qui est né de cette femme qui arrive sur le bateau et qui se retrouve en Angleterre. Donc, je voulais à tout prix aussi demander une dimension universelle. C'est-à-dire, c'est un roman qui part de Perros Banhos pour arriver à Cassis, qui repart après à Londres, qui repart en Irak, qui repart aux États-Unis. Donc, c'est tous ces personnages-là dont le destin se croise et se sépare. Et avec en toile de fond, tout le combat de la souveraineté qui se retrouve après aux Nations Unies et qui va se retrouver après à la Cour internationale de la Haye. Nando Bouddha, je vous adresse la même question qu'a Fernand Mandarin, que j'avais reçu ici même. Si on demandait aujourd'hui à 10 jeunes descendants des Chagossiens d'aller vivre sur une île des Chagos, combien accepteraient? Je pense qu'il y a l'acceptation, mais il y a aussi, je pense moi, le désir ardent de ceux qui ont vécu là-bas. Alors quand on regarde un peu, ils étaient à peu près 3000. Et Olivier Bancoult le dira, beaucoup le diront aussi. Aujourd'hui, il faut les compter en centaines. C'est-à-dire que ceux de la première génération qui sont venus. Alors c'est dramatique, mais ceux-là, pour eux, ils ne voient à Maurice, pour eux, c'est un temps de passage douloureux. Et le drame, c'est que par exemple, quand on fait les interviews, les témoignages, ils racontent des événements comme si c'était hier. Lisette Talat, elle racontait le Nord-Vert comme si c'était hier. Charlesia aussi. Et dans la musique, dans la chanson, dans tout ce qui vient de ces caractères-là, il y avait ce côté comme si d'immédiateté. Ça veut dire qu'ils sont là. Alors, il y a cette nouvelle génération de tous ceux qui ont voulu, quelque part, se libérer de ce passé et peut-être trouver un espoir ailleurs, trouver l'Eldorado ailleurs. Peut-être aussi c'est Crowley, c'est la Grande-Bretagne, c'est ailleurs. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petites îles où un peuple peut s'implanter. Et dans ce cas-là, c'est un retour, c'est le droit de retour, le droit inaliénable à sa terre natale. Alors, cette génération-là, je pense, moi, que beaucoup dépendra des liens que cette île, que l'archipel pourrait avoir avec
avec les Seychelles, avec nous. S'il y a ce sentiment que nous sommes proches et qu'ils ne sont pas dans une île isolée, je pense que beaucoup à ce moment-là se diraient mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Et puis l'archipel appartient bien sûr aux Chagossiens. Mais l'archipel, c'est aussi l'archipel de Maurice. Il y a aussi tout ce que les Mauriciens, tous ceux qui souhaiteraient demain faire un peu comme Agaléga, comme Saint-Brandon, comme Rodrigue. Donc moi je crois qu'il y a ce sentiment, un sentiment de droit de retour, de toucher encore une fois la terre-mère, d'honorer les défunts. Mais aussi il y a tous ceux qui souhaiteraient que l'archipel fasse partie intégrante de la République de Maurice. Si Maurice obtient un avis favorable de la Cour internationale de justice de La Haye, que se passerait-il, à votre avis? Est-ce que les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël ne vont pas tout bloquer à l'ONU, comme ils le font habituellement, grâce à le droit de veto? Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une accélération des grands événements sur le plan géopolitique. Je pense qu'il y a eu tout ce qui s'est passé dans les cours en Grande-Bretagne. Et puis il y a eu le vote à l'Assemblée des Nations Unies, et puis il y a le cas qui a été présenté à la Cour internationale de La Haye. Et par ailleurs, il y a eu de grands hommes, par exemple le prix Nobel Jean-Marie Leclésio, il y a eu aussi Nelson Mandela à l'époque, qui ont élevé la voix en disant que ce n'était pas une question seulement de géopolitique, mais c'est une question de grande injustice, et c'est une question d'un droit qu'on a appelé inaliénable, c'est-à-dire le droit à sa terre natale, le droit de vivre sur la terre où on est né, et le droit de ne pas être déraciné. Alors, il faut maintenant se dire que l'opinion favorable qu'on pourrait obtenir de la Cour internationale de La Haye repartira à l'Assemblée générale des Nations Unies. Parce que c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui a envoyé le cas, qui a référé le cas à la Cour internationale de la justice en se disant que la décolonisation du continent africain n'est pas terminée parce que l'archipel a été excisé du territoire mauricien. Alors, cette opinion que nous souhaitons tous ardemment, avec tous ceux qui souhaitent qu'on trouve une solution pour les Chagossiens, pourrait donc serait référée à l'Assemblée générale des Nations Unies. Maintenant, c'est une opinion. Donc, il n'y a pas une obligation. Mais moi, je pense que dans la situation actuelle, l'Assemblée générale pourrait donc, à ce moment-là, demander que les pays concernés, donc la Grande-Bretagne, les États-Unis, puissent s'asseoir avec l'île Maurice et peut-être l'Union africaine, parce que l'Union africaine a soutenu la motion de l'île Maurice, et avec la communauté chagossienne, avec les autorités mauriciennes, avec des ONG, trouver une solution à deux choses. Il y a la partie humaine, c'est-à-dire le drame humain, et là, je pense que tous ceux qui, en tant qu'humanistes, en tant qu'amoureux des droits universels, ont milité dans ce sens, trouver une solution humaine concernant le droit de retour. La deuxième solution reste la partie géopolitique, c'est-à-dire la base dans l'océan Indien, la nécessité de cette base, je dirais stratégique, pour l'Occident. Alors, le devenir de la base, c'est une chose. Maintenant, il y a autre chose. Il y a quand même 64 îles. Et Diego Garcia, c'est une des îles. Et la base aussi, c'est seulement la moitié de Diego Garcia. Et les îles se trouvent à des centaines de kilomètres. Ce que je voulais à tout prix, c'est comme vous-même, vous en avez parlé, Jean-Marie Leclésio en a parlé, il y a beaucoup qui en ont parlé, c'est régler le problème de ce drame humain. Alors, on peut faire ça. Et Olivier Bancoult, je pense, a toujours évoqué cette question-là. Et il y a une scène qui m'a beaucoup frappé et que vous allez retrouver dans ce roman, c'est qu'il y a un Order in Council de la reine qui va annuler tous les jugements de toutes les cours de la Grande-Bretagne. Et il y a à la Chambre des communes, il y a un débat sur le Order in Council, et Olivier, Elisabeth Talat et Rosemont Saminaden sont invités, ils sont dans la galerie pour écouter les débats. Et à midi, le Father of the House, Tom Dalyell, invite la délégation chagossienne à un déjeuner. Ils sont à table, et là, Elisabeth Talat, elle ne mange pas. Donc alors, tout le monde trouve ça un peu drôle, et on attend peut-être que le menu ne lui convient pas, elle reste là.
Et après un certain temps, tout le monde est assez embarrassé, il y a un malaise. Et Tom Dalyell lui demande, mais pourquoi vous ne mangez pas? Pourquoi c'est pas bon? Alors là, il dit, comment voulez-vous que je puisse avaler quoi que ce soit dans un lieu où on a pris la décision de m'arracher à ma terre? Et ça, c'est une image forte, un moment très fort. Donc, je pense que ça traduit bien ce sentiment, ce besoin de retour. Et c'est un peu notre vœu à nous tous que cette histoire doit être racontée, que le drame des Chagossiens doit soit connu, que cette tragédie soit partagée et que nous puissions donc trouver une solution. Parce que c'est une solution contre l'injustice, contre, je dirais le mot anglais c'est denial, contre le fait qu'on est en train de priver un peuple de sa terre natale et de son droit de vivre et de mourir là où il est né. Narayan-Samy Raman, you are the author of this book, Birds of Mauritius, Rodrigues and Islets. You were a professional photographer in the Royal Air Force. When and how did you come to the photography of birds and ornithology? I joined the RAF and I was trained in the RAF to be a photographer. This is something I like doing. And after learning how to do photography, I thought, being an ornithologist and from my childbirth, I like birds, so I thought why not combine both, using my knowledge in photography and birds to do this book. And so this gave me the opportunity, being a professional photographer and an ornithologist, I'm able to create this book today. Birds has been a way of life for me since I can ever remembered from childhood. And I thought all this knowledge I've acquired, my main purpose is to teach the younger generation the importance of our national heritage. This is something that they ought to know and learn about it. Who better to look after our national heritage than ourselves? How did you proceed to publish this book? You stayed in several places, in Mauritius, in Rodrigues, and in the islets around Mauritius. I do like birds, but Mauritius is the place where I was born, and I thought, what better place to start is Mauritius. So, given the opportunity with the national park, I was able to get to places where probably no one knows or no one has been. These birds, you will not find it anywhere. There are special places where these birds are found. And these places, you got to get to know it. And with the help of the national park, I was able to do that. So it took me about 4 years to be able to get the photos I need for this book. It wasn't easy. I start 4 o'clock in the morning and I go up to very late at night until it's dark. So, and because I do want this book to be the best I know how, so time was never a problem for me. So if I have to do it 10 times, I will do it 10 times, only to achieve what my purpose is. The purpose is to produce a book for Mauritius and for the people to know about their birds and to people to learn how to preserve it and to be able to also take care of it. So there's no one else could take care of our national heritage other than ourselves. Narayan-Samy Raman, you have classified the birds in 4 categories: endemic, oceanic, migratory, and exotic. I started with the endemic species because for me, endemic species is the most important one. They are on a specific area and they are unique on the island. In Mauritius, we have 9 endemic species, namely like we have the pink pigeon, Mauritian kestrel, the echo parakeets, and the Fody and Roderick, 2 endemic species. Then we comes to the oceanic birds. These birds live flying on flights all day.
They only come to land to breed. So they feed, they mate, they do everything on flight. The only time they come to Earth is when they have to breed birds. Then we come to the migratory birds. Migratory birds are the birds that comes here only during the summer period, where they come from as far as Siberia, and many places they fly days over to come over to Mauritius, so they are able to have food here during the hard times. So they are here in Mauritius only on a specific time. And the exotic birds are the common birds, what we call the common birds, because they are found everywhere in the world. So these are the sort of birds you'll find in your backyard, like the bulbul, the pig-pig, and the moineau. Pramod Jadoo, vous avez fait paraître ce recueil de poèmes, Words, Feelings, Sentiments, Reflection. De quoi s'agit-il exactement? C'est simplement l'expérience de ma vie. C'est-à-dire, j'ai vu beaucoup de choses dans la vie, je vois beaucoup dans la société des choses qui se passent, et j'ai voulu exprimer mes idées, mes opinions, mes réflexions, et voulais partager ça avec le public. Donc, pour encourager la lecture, j'ai dit, écoute, je le mets en écrit et je partage ces idées. Mais en même temps, c'est en forme de poésie, pas des essais traditionnels, parce que j'ai voulu donner un style différent à ce qu'on écrit tous les jours. Dans le livre, le titre, j'ai mis 4 mots importants pour moi. Words, les mots. Les mots, grande signification. En même temps, il y a les sentiments qu'on exprime. Il y a aussi la réflexion. La réflexion parce qu'on doit réfléchir, on doit penser, on doit exprimer ses idées. Est-ce qu'on est d'accord? On n'est pas d'accord. Donc, par exemple, la punition corporelle à l'école. Est-ce qu'on est d'accord? On n'est pas d'accord. Donc, c'est ça que je voulais exprimer pour dire, écoute, c'est les sentiments, on va réfléchir, et en même temps, il y a des mots qu'on va s'exprimer avec. Mais il faut bien choisir les mots, parce que le mauvais mot n'est pas bien placé. Donc, il faut bien choisir les mots. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu jouer sur les mots pour exprimer certaines idées. Par exemple, dans la société traditionnelle, on dit « Speech is silver, silence is gold ». Et pourtant, le professeur est payé pour parler. Et les élèves, quand ils posent des questions, si les élèves ne répondent pas, il va être en colère. Donc moi, je dis, il faut changer. Speech is gold, silence is silver. Voilà ce que je voulais exprimer. On sait que vous êtes économiste. Alors, d'où vient cet intérêt pour la poésie? Ben, on peut être économiste, on peut être un grand scientiste aussi, on peut être astronaute, mais on peut avoir de l'inspiration. J'ai toujours étudié la littérature française et anglaise jusqu'au HSC. Et moi, je trouve qu'un enfant qui n'étudie pas la littérature, n'importe quelle littérature, est vraiment vide. Et c'est ça, la littérature qui m'a inspiré à toujours apprécier les grands poètes, les grands poèmes, les grands livres, et en même temps de passer ses idées. Et là, l'inspiration est venue pour mettre en poème, parce que j'étais grand fan de John Keats, de William Wordsworth, des grands poètes. J'étais grand fan de Guy de Maupassant, et même les grands poètes à Maurice, les grands écrivains à Maurice, je les suis. Donc moi, je crois que je voulais partager moi aussi, pour dire, je peux réfléchir, être économiste, mais réfléchir en tant que poète. Je lis toujours régulièrement Chazal, l'Ecclésio, et je suis beaucoup les romans que les Mauriciens écrivent, et même les poèmes qu'on écrit, des articles aussi. Donc ça donne matière à réflexion. Count on. I decide to count. 1, 2, 3. One day I happened to see her. In my world there was a great wonder. My sad heart was no longer free. I keep on counting. 4, 5, 6. To her words I managed to speak. My soul no longer stood so weak. My sad heart you will now fix.
I'm tired. Continue to count. Upon love's hill I'll surely mount, till your tiresome counting end. In love she'll survive as my friend.